Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, 37 Quai d'Orsay. C'est le livre donc, que vous publiez chez Plomb. C'est votre expérience pendant 4 ans à la tête de la diplomatie française. Oui. Vous êtes aussi, on peut le dire, le père de l'accord climat de Paris pour la COP21. Voici que la COP22 s'ouvre à Marrakech. Il y a une menace aujourd'hui sur cet accord fragile. Oui, l'accord de Paris de décembre 2015 a été un progrès magnifique. Maintenant, il faut bien sûr que tout cela entre dans les faits. Et l'objet de la conférence de Marrakech, la COP22, c'est de préciser l'application de l'accord de Paris. Mais un élément nouveau est survenu depuis, qui est l'élection de M. Trump. Oui, qui avait dit qu'il fallait jeter tout ça aux orties, en gros. Pendant sa campagne électorale, M. Trump a dit, je cite, que la question du réchauffement climatique était un canular et une invention des Chinois pour porter atteinte à la compétitivité américaine. Et donc, toute la question est de savoir si, oui ou non, il va appliquer ce qu'il a dit, ce qui serait dramatique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et donc, si les engagements pris par le président Obama et ratifiés étaient remis en cause, ça risque d'avoir des conséquences vitales sur l'ensemble du réchauffement climatique. Ce n'est pas simplement une question pour les États-Unis, c'est une question pour le monde. Et donc, j'espère très vivement que le président Trump, le nouveau président, tiendra les engagements des États-Unis. Mais il peut se retirer, il en a le droit ? Alors, juridiquement, l'affaire est compliquée. Il y a un article 28, pour entrer dans les détails, de l'accord de Paris qui permet, au bout de 4 ans, de se retirer. Mais la question n'est pas vraiment juridique, la question est pratique. Si, par malheur, le président américain décidait tout simplement de ne pas financer ce qui a été prévu aux États-Unis, s'il décidait de relancer le charbon, qui est le principal pollueur, ce serait une atteinte extrêmement grave. Et donc, j'espère que par l'information meilleure, par le dialogue, le nouveau président américain va comprendre que c'est vraiment quelque chose d'absolument vital, non seulement pour les États-Unis et pour le monde. Parce que, oui, Paris, l'accord de Paris a été très positif, mais il reste que nous sommes au-dessus de ce qu'il faudrait. Les émanations de CO2 plafonnent. Oui, mais il faudrait les réduire. Il faudrait les réduire. Or, l'enjeu, c'est quoi ? C'est pas seulement le réchauffement climatique, même si c'est très important, c'est la sécurité alimentaire du monde. C'est la santé, puisque lorsque le climat se réchauffe, toute une série d'épidémies se développent. C'est la question des migrations. Aujourd'hui, on dit, mais il y a des problèmes parce qu'il y a des migrations de quelques centaines de milliers de migrants. Mais s'il y a un réchauffement climatique, une désertification, il faut multiplier ça par 50 ou par 100. Et en définitive, c'est la question de la paix ou de la guerre. Et donc, j'espère très vivement que le président américain, le nouveau président américain, ne reviendra pas sur les engagements américains. Oui. Alors, vous racontez dans ce livre, Laurent Fabius, ce combat. Il y a John Kerry qui un jour vous appelle et vous dit il y a une différence entre shall et should, et ça change tout. Alors vous dites mais on ne va pas signer l'accord à cause de ça. Oui, mais c'est une aventure extraordinaire que je raconte dans mon livre. Au départ, c'était imprévisible qu'on arrive à signer un accord. Songez que sur cette question très compliquée, sur laquelle toutes les conférences précédentes se sont cassées les dents, il fallait mettre d'accord, sans aucune opposition, 195 pays. C'est-à-dire que personne ne devait à la fin lever le doigt. Personne ne voulait l'organiser d'ailleurs. Hein. Alors oui. Hein, et donc, il a fallu faire un travail extraordinaire, et je rends hommage à la diplomatie française. On a été aidé par les Chinois, par les Américains, par les Africains, par les Indiens, par beaucoup d'autres. Et à la fin, on y arrive. C'est-à-dire que le samedi matin, quand je monte à la tribune, j'ai dans les mains un texte dont je pense qu'il va être accepté par tout le monde. Mais au dernier moment, évidemment, se présentent des difficultés, en particulier, c'est une incroyable histoire du shall ou should. John Kerry m'appelle en disant « Mais attention, il y a un moment dans le texte où il était prévu de dire, voilà, quelles étaient les obligations should, c'est-à-dire une obligation de moyens, et ça a été remplacé au dernier moment par shall, une obligation de résultat. » Ce qui voulait dire quoi ? Ce qui voulait dire que si on avait gardé le texte tel qu'il était, l'accord aurait dû passer devant le Congrès américain. Or, le Congrès américain était hostile. Donc, il a fallu qu'on lise le livre, c'est un suspense, qu'on déploie une trésor de diplomatie
pour revenir là-dessus, et lorsque, avec mon petit marteau, vous avez ça, tout le monde a ça dans l'esprit, je tape sur le marteau, l'accord mondial est adopté, ce qui veut dire que la Terre, j'allais dire, est sauvée. Oui, mais maintenant, il faut mettre en application, d'où Marrakech, et il ne faut pas que les États-Unis s'y opposent. Oui. Alors, là où les États-Unis pourraient également s'opposer, c'est cet accord, et vous le racontez dans le livre, tellement difficile à obtenir sur le nucléaire iranien. Là aussi, le futur président américain a dit d'ores et déjà qu'éventuellement, il pourrait s'en départir de cet accord sur le nucléaire. C'est un accord que nous avons négocié. D'un côté, 6 pays, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, les Anglais, plus les Allemands. Et de l'autre côté, l'Iran. Nous avons eu plusieurs années de négociations, j'ai été impliqué là-dedans à fond, et finalement, nous sommes arrivés, le 14 juillet 2015, à un accord qui n'est sans doute pas un accord parfait, mais qui est un accord qui fait progresser, qui empêche l'Iran d'avoir la bombe atomique. Imaginez l'Iran avec la bombe atomique, et les pays voisins, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, s'armant de bombes atomiques. Bon. Donc, nous avons un accord qui, dans l'analyse que nous en avons faite, nous protège au moins pour plusieurs années. J'ai entendu, comme vous, que le président américain souhaitait qu'on revienne en arrière. Là aussi, j'espère qu'une réflexion va permettre d'éviter cet écueil, parce que un accord, même imparfait, vaut mieux qu'un conflit. Alors, imaginez, si d'un côté vous avez un conflit nucléaire, les États-Unis d'Amérique, et de l'autre l'Iran, dans une région qui est déjà éruptive. Donc, j'espère que sur ce point, comme sur d'autres, la raison, l'information prévaudront. Et puis, il y a cette tragédie syrienne. Vous menez un combat absolu pour tenter de sortir Bachar al-Assad du jeu. Et là, vous dites très clairement dans ce livre, la responsabilité du président Obama dans la tragédie syrienne ne peut pas être sous-estimée. Oui, alors, il faut être juste. La responsabilité numéro 1, c'est évidemment M. Bachar al-Assad. Il faut avoir à l'esprit que tout en Syrie a commencé par une petite révolte de quelques personnes, des jeunes, dans une ville qui s'appelle Deraa. Et elle a été réprimée de telle façon par le président Bachar al-Assad qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 000 morts et la moitié de la population syrienne qui soit a été exilée, soit a dû changer de lieu. Et des centaines et des centaines de milliers de blessés. Donc la responsabilité principale, c'est M. Bachar al-Assad, les terroristes, oui, évidemment. Mais on pouvait l'arrêter. Et puis, ensuite, les Russes, les Iraniens. Mais nous avons eu un différend, c'est vrai, avec nos amis américains. On aurait pu probablement arrêter cela au mois d'août 2013. Et nous avions prévu, vous le rappelez peut-être, les Anglais, les Américains et nous, ou quelques autres, de réagir au fait que Bachar al-Assad avait utilisé des armes chimiques contre son peuple. Or, le président Obama avait dit, s'il y a utilisation d'armes chimiques, c'est une ligne rouge, j'interviendrai. Il ne tient pas sa promesse. Et au dernier moment, malheureusement, le président américain, pour des raisons qui lui appartiennent, dit non, je ne le fais pas. Du coup, évidemment, d'une part, M. Bachar al-Assad s'est remis en selle, si je puis dire. D'autre part, les Russes, les Iraniens ont eu une main plus forte. Les terroristes ont développé leur emprise. Et non seulement ça a eu une incidence sur le conflit syrien, mais aussi sur d'autres éléments. Parce sur l'Ukraine, par exemple. Alors, aussi, les Russes, oui, sentant que le président Obama était fléchissant sur quelques points, il est probable que c'est ce qui a déterminé le président russe à avancer sur l'Ukraine, la Crimée et d'autres terrains. Aujourd'hui, le rapprochement Trump et Poutine, c'est une menace pour la sécurité en Europe ? Non, je ne vois pas les choses ainsi. On va voir ce que le président Trump veut faire. Moi, j'ai toujours été partisan d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Simplement, il faut que ces bonnes relations soient réciproques et qu'un certain nombre de règles du jeu soient respectées aussi par les Russes. Alors, on va voir si l'arrivée du président Trump modifie les choses, si c'est pour aller vers une solution à toute une série de conflits ukrainiens ou autres. Bravo. Si c'est en revanche pour tendre encore plus l'atmosphère ou pour faire les choses au détriment de l'Europe, c'est une autre affaire. Oui, et une sortie de l'OTAN, c'est possible de la part des États-Unis ? La fin du leadership américain ? Très difficilement envisageable. Je sais bien que des paroles, là aussi, ont été prononcées, mais qui sont probablement des paroles de campagne. Mais, vous savez, la grande leçon de la diplomatie moderne, c'est que tout est imbriqué. Et on a du mal à imaginer que les États-Unis pourraient rester une très grande puissance tout en étant isolationnistes. Donc, il y a eu tous ces propos de campagne.
un certain nombre des engagements du président Trump seront certainement suivis. Et vous avez vu déjà ce qu'il a commencé à dire sur l'intérieur des États-Unis. C'est-à-dire l'avortement, sur l'expulsion des réfugiés des clandestins. juges à la Cour suprême, etc. Mais j'espère très vivement, pour reprendre deux sujets, que sur la question climatique, parce qu'elle est vitale pour le monde entier, les États-Unis respecteront les engagements pris par eux, et que sur l'accord avec l'Iran, on comprendra que c'est un accord au total positif, même si, bien sûr, il n'est pas parfait. Oui, vous consacrez un chapitre entier à l'Europe, c'est important. La relation entre la France et l'Allemagne, cette Europe aujourd'hui... De ce point de vue-là, je vous interromps, une bonne nouvelle que je tiens à saluer, c'est que la coalition gouvernementale s'est mise d'accord, je l'ai appris ce matin, pour que le prochain candidat à la présidence de la République soit Frank-Walter Steinmeier, qui a été mon collègue comme ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très compétent, d'une haute stature morale. Il est quasiment assuré d'être élu, compte tenu des règles allemandes. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'Allemagne et pour l'Europe. Mais quand on voit l'élection prochaine, peut-être en Autriche, d'un candidat d'extrême droite à la présidence, ou quand on voit en Hongrie la situation, vous dites finalement cette Europe est au pied du mur aujourd'hui, Laurent Fabius ? Oui, exactement. Pas seulement l'Europe, parce que cette tentation qu'on appelle populiste, on la voit à l'œuvre dans beaucoup de pays. Mais l'Europe n'est pas épargnée. Et je crois que pour réagir contre cela, il faut une Europe beaucoup plus solidaire, qui avance beaucoup plus sur la base, on le sait, d'un accord franco-allemand. Et maintenant, je ne suis plus en responsabilité dans ce domaine, mais tout ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est vraiment une relance d'une Europe solidaire avec, à la base, une entente franco-allemande. Alors, vous avez changé la diplomatie française. Ça aussi, c'est au cœur de ce livre, 37 Quai d'Orsay, 4 ans à la tête de la diplomatie. Vous avez voulu une autre diplomatie, Monsieur Fabius, une autre façon de faire réorganiser la Maison France dans le monde. Ce serait peut-être un peu ambitieux de dire cela, mais je dis à la fin de mon livre que ce qui est à la base de notre diplomatie, c'est la notion d'indépendance. Bon, la France n'est pas le plus grand pays du monde, mais elle a des atouts que d'autres n'ont pas. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, il n'y en a que 5 dans le monde. Nous sommes une grande puissance militaire, nous sommes une grande puissance économique. Bien sûr, souvent nous avons des déboires, mais enfin il y a quand même 190 pays dans le monde qui ont moins de force économique que nous. Nous sommes une grande puissance culturelle, et vous y jouez un grand rôle avec la francophonie. Nous avons des principes issus de la Révolution française, et il faut jouer sur tous ces atouts. Et là où j'ai voulu changer les choses, c'est en insistant notamment sur la diplomatie économique. Parce que je crois qu'il n'y a pas, pour un pays comme la France, de grande puissance possible si on n'a pas une force économique considérable. Et donc il faut que nos diplomates, nos ambassadeurs, partout, nos entreprises soient présentes partout dans le monde. Il ne faut pas se refermer sur soi. Il faut être compétitif, être présent et rayonnant. Oui. Vous racontez au début de ce livre que vous aviez préparé longtemps avec François Hollande avant l'élection présidentielle la possibilité d'être au Quai d'Orsay. C'est ce que vous souhaitiez. Vous avez dit, c'est parce qu'en fait le jeu politicien m'avait usé quelque part. Usé, finalement, non, mais j'en avais, ça ne m'intéressait plus beaucoup. C'est-à-dire que la diplomatie doit être au-dessus des conflits partisans. La pratique, c'est mieux. C'est mieux qu'elle soit acceptée par les uns et les autres. Mais je dois dire que la façon dont, d'une part, je l'ai pratiqué, et d'autre part, l'opposition s'est comportée, fait qu'il n'y a pas eu de grands débats, en tout cas négatifs. Il doit y avoir un consensus, française. Vous dites, c'est ça. Finalement, quand on voit l'élection présidentielle qui s'annonce, il devrait y avoir un consensus sur la politique étrangère. Il pourrait y avoir un consensus. Simplement, ce qui arrive en général, et ce n'est pas très étonnant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections, on voit des clivages se produire, même s'ils sont un peu artificiels. Bon, dans ce cas-là, il faut oublier le temps de l'élection, mais je crois que pour que un pays comme la France ait vraiment un rayonnement fort dans sa diplomatie, plus les différentes forces seront unies, meilleur ce sera. Merci beaucoup, Laurent Fabius. Ça s'appelle 37 Quai d'Orsay. C'est une adresse que vous avez aimée. Que j'ai aimée, et maintenant la nouvelle adresse du Conseil constitutionnel est une nouvelle adresse que j'aime aussi. Merci beaucoup, Laurent Fabius, d'avoir été notre invité. C'est publié chez Plomb. Merci beaucoup.